Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le docteur Jérôme Marty. Avant toute forme de débat, cher Jérôme, comment allez-vous? Ça va, merci. Ravi. Un peu surchargé, mais ça va. J'imagine. On va en parler aujourd'hui. Ravi de vous recevoir parce que c'est vrai que voilà, la démarche Juste Milieu prend aujourd'hui forme avec l'échange que nous allons avoir. Chers spectateurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, le 11 janvier, j'ai dédié une vidéo toute entière au docteur Jérôme Marty. Et c'est le but du jeu, de laisser le droit de réponse, bien évidemment, de discuter, d'échanger, de construire des désaccords. Et vous avez gentiment accepté de participer à ce débat. Donc rien que pour ça, déjà, je tenais à vous remercier. Donc on va bien évidemment balayer toute la situation, tous les sujets que j'ai pu évoquer dans la vidéo. Vous allez nous apporter beaucoup de réponses, beaucoup de points, de réflexions par rapport à cette situation-là. Donc, docteur Jérôme Marty, vous êtes né à Toulouse, vous êtes médecin généraliste à Fronton, en Haute-Garonne, président de l'association de l'Union française pour une médecine libre. Syndicat, excusez-moi. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat avec les dernières annonces du gouvernement, pas plus tard qu'hier soir. Donc, je le rappelle rapidement, à partir du 24 janvier, passe vaccinal et dose de rappel étendue aux 12-17 ans. Le 2 février, fin des jauges. Ensuite, fin du masque obligatoire à l'extérieur, fin du télétravail obligatoire. Et à partir du 16 février, réouverture des boîtes, reprise des concerts debout, reprise de la conso debout dans les bars. Première question, est-ce que c'est la fin du tunnel? Est-ce qu'on voit enfin le bout du tunnel? Il y a bien malin qui peut le dire, puisqu'on ne connaît pas la distance de ce fameux tunnel, on ne connaît pas sa longueur, on n'a pas de panneau à l'entrée qui nous disent 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, on n'en sait rien, quoi. Alors, on peut légitimement penser qu'on voit un peu de la lumière au bout du tunnel, ce qui n'est jamais un très bon signe. Quand on voit la lumière au bout du tunnel, en général, c'est plutôt mauvais signe. Mais là, bon, on voit bien quand même qu'on a une très forte circulation virale. On a vu qu'hier, on était, pour les chiffres de lundi, à plus de 500 000 cas positifs, mais qu'on a un impact sur l'hôpital qui a tendance à diminuer. Alors, il diminue lentement, mais on voit bien qu'Omicron ne fait pas comme Delta et n'envoie pas quantité de patients en réanimation. Or, toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, elles sont prises en fonction de l'état de l'hôpital. En quelque sorte, l'hôpital est le juge de paix. Si l'hôpital va mal, il y a des mesures de prise. Si l'hôpital va bien, on relâche les mesures. Là, on voit qu'il y a de moins en moins de cas, même si c'est lent. Et donc, légitimement, le gouvernement se dit, dans quelques jours, on pourra peut-être relâcher. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que et qui ne vient pas ou qui n'apparaît pas dans le discours du gouvernement, c'est que qui dit forte circulation virale dit capacité à muter. Or, la forte circulation virale, elle est non seulement en France, mais elle est dans toute l'Europe et elle est même dans le monde. Donc, il est tout à fait probable que d'ici le mois de mars ou la fin mars, qui est, rappelons-le, la saison des coronas, on devrait ou on pourra avoir d'autres variants. Alors, souhaitons qu'ils continuent avec la même dynamique, c'est-à-dire être des variants qui sont plus contaminants, mais moins dangereux, moins létal, auquel cas il n'y aura pas d'impact. Mais si par cas on a un variant plus emmerdant, ça va amener encore d'autres mesures et c'est sans fin et ça crée la déception parce qu'on dit aux gens c'est fini et puis ça revient. Voilà quoi, c'est toujours. Et puis un dernier point et j'en termine pour pas être trop long. Personne n'en parle trop, mais on a une problématique qui nous fait face, qui est celle des Covid longs. On sait qu'en gros, il y a 10 à 30% de Covid long chez les gens qui font des Covid, qu'ils soient d'ailleurs asymptomatiques ou symptomatiques. Ça veut dire qu'actuellement, on est autour de 1 million de Covid long, quoi, ce qui va créer en quelque sorte une deuxième épidémie dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui serait plus une épidémie chronique avec des gens qui se traînent des troubles qui peuvent durer 3 mois, 6 mois, dont on ne connaît pas l'origine. Et on voit bien qu'en France, on est en train d'ouvrir de plus en plus de centres spécifiquement dédié à la prise en charge des Covid longs, ce qui prouve bien qu'on a pris, on a pris conscience du fait que cette pathologie était installée, qu'il y avait aussi une part chronique à cette pathologie, même si on n'en a pas vraiment l'explication. Et donc ça va jouer à la fois sur les finances de l'assurance maladie et sur la santé des Français. Je rebondis sur ce que vous disiez concernant la létalité du Covid-19 et je reprends une déclaration récente de Dominique Costagliola que vous avez relayée sur Twitter. Donc Dominique Costagliola, épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, qui nous disait que sur les 2 premières semaines de janvier, la France a recensé malheureusement 3049 décès liés au Covid-19,
soit l'équivalent, et je reprends l'image de Madame Costagliola, 10 Airbus, 10 Airbus qui se seraient écrasés. Comme un citoyen, parce que bien évidemment, mon but aujourd'hui n'est pas du tout de me mettre au niveau du docteur que vous êtes et de regarder d'égal à égal. Je parle comme un citoyen, donc avec les éléments que je peux glaner dans la presse et dans les données qui sont rendues publiques. En 2021, les chiffres du gouvernement montrent que sur toute l'année, la France a enregistré 657 000 décès, soit 1800 par jour, tout en sachant qu'on enregistre 12 000 décès de moins que l'année 2020. Aujourd'hui, avec ces discours-là concernant la létalité de la maladie, quel est l'objectif? Est-ce que c'est d'éradiquer toute mort liée au Covid? Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce discours qui est le fait de dire attention, on ne peut pas banaliser les décès du Covid, est lié au fait que la particularité du Covid, c'est que la plupart des décès, et en particulier aujourd'hui où on a vacciné les maisons de retraite, la plupart des décès se font à l'hôpital. Et donc, ils se font en réanimation ou dans des services dits chauds. Or, la problématique que l'on a, c'est que c'est la première fois de toute l'histoire, en quelque sorte, de notre médecine, qu'une pathologie seule est capable d'emboliser les 3/4 ou la totalité des lits de réanimation. Certes, les lits sont tous les ans en hiver, les tensions apparaissent dans les services de réanimation. Et souvent, on a des gens qui nous disent « Oui, mais vous savez, c'est chaque année, la Covid n'a pas inventé ça. » Non. Habituellement, les lits sont en tension en hiver, mais pour X pathologies, pour 50, 60, 70, 80 pathologies différentes. Là, c'est une seule pathologie qui embolise les 3/4 ou la totalité, dans certaines vagues, des lits de réa. Et ça impose des déprogrammations, etc. Donc, quand elle dit ça, elle rappelle que s'il y a tous les jours 300, 400 décès ou 200 décès, ce sont des décès qui sont un fort signe de l'impact sur les réanimations. Et qui dit impact sur les réanimations dit déprogrammation, et qui dit déprogrammation dit mesures prises par le gouvernement pour faire baisser tout ça. Justement, sur ces positions médiatiques, et pour faire écho à la vidéo juste milieu qui est sortie, et pour vous donner la possibilité de répondre, de préciser certains points, on va balayer, faire une sorte de bilan. Peut-être qu'effectivement, on est à l'heure du bilan aujourd'hui si la tendance positive se confirme. Et on l'espère. On l'espère, bien sûr. On va tout de suite revenir sur le cas de figure typique de la crise que nous venons de traverser, le cas du docteur Didier Raoult. Alors, ma vidéo a commencé avec la question de la chloroquine. Aujourd'hui, où en est votre position, de manière très claire? Ma position, elle est claire depuis déjà un bon moment. Moi, j'ai fait partie des médecins qui ont, au tout début, dit qu'il y avait possiblement un traitement efficace avec l'hydroxychloroquine, qu'il fallait voir ça, et j'en ai parlé sur nombre de plateaux, y compris au journal de 20h de France 2, et vous l'avez relayé, je crois. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai été certainement celui qui en a parlé en premier, puisque quand Didier Raoult fait sa première vidéo, vous savez, fin de partie, il la met en ligne sur YouTube. Moi, on me prévient de cette sortie. Et le soir même, c'est un mardi, et je suis à Olivier Truchot. Donc, puisque le mardi, je vais à Paris à la fois pour les syndicats et puis pour les grandes gueules. Et le soir, j'étais à Olivier Truchot, de mémoire, et je crois que c'est Olivier ou Alain Marchal, je ne sais plus. Et je dis, ben voilà, il y a un professeur de Marseille qui est le directeur de l'IHU Marseille-Méditerranée. D'ailleurs, les journalistes à ce moment ne savent absolument pas qui est Didier Raoult et ne savent absolument pas ce qu'est l'IHU, qui dit avoir trouvé un traitement, et je lui montre la vidéo et on en parle. Et une fois cette émission terminée, je vous dis ça pour l'anecdote, je sors dans le couloir et là j'ai RMC et BFM qui me filment pour faire un son et une prise, enfin quelques images pour la nuit, pour le journal de la nuit de Rachid El-Barki. Et en fait, pendant toute la nuit, va passer ma tronche disant qu'il y a un traitement contre la Covid, la chloroquine, à l'époque c'était chloroquine, ce n'était pas hydroxychloroquine, et il y a une coupure dans le reportage qui fait que jamais ça ne parle des Didier Raoult et on a l'impression que c'est le docteur Marty qui a trouvé le traitement. Et toute la nuit, je vais me voir dire, et à chaque fois je vais faire des bons comme ça en disant mais si Raoult voit ça, il va être fou furieux, etc. Bon bref, ça c'est pour l'anecdote. Donc pour dire que j'en ai parlé très tôt, mais la problématique qu'on a eue, c'est qu'en tant que généraliste, moi j'attendais que le plus rapidement possible, on ait à la fois du côté de l'IHU Méditerranée une étude qui respecte les codes académiques des études, c'est-à-dire en double aveugle, et qui nous montre que ce produit marche, et que cette étude soit reproduite par les gens qui étaient, à l'époque, il y avait une espèce de guerre picrocholide entre Paris et Marseille,
que les gens qui disaient ce traitement ne marche pas, qu'on nous sorte aussi une étude basée exactement sur ce que disait Didier Raoult, c'est-à-dire traitement donné au début, des signes, etc. Elle n'a pas eu lieu. On a fait une étude, on a fait 2 études, Discovery et Recovery, qui ne respectaient pas les mêmes codes, mais qui ont montré progressivement que ça ne marchait pas. Puis ensuite, il y a eu plein d'autres études au monde qui ont montré que malheureusement, ce traitement ne marchait pas. Nous, quand on a eu l'absence d'études probantes et classiques, on va dire, ou académiques, on a commencé à émettre des doutes. Et puis quand on a eu notamment la revue Cochrane, qui est une revue indépendante, qui fait de la méta-analyse, c'est-à-dire qui analyse toutes les études qui sortent et qui dit ça marche pas, totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique, eux ont dit ça marche pas, et donc moi je me suis rangé aux côtés de la revue Cochrane. On reviendra après sur la question du personnage Didier Raoult, mais vous parlez des études et forcément, inévitablement, on pense à cette affaire du Lancet Gate. Donc, je le rappelle rapidement, le 22 mai 2020, publication et retrait d'un papier, enfin, publication d'abord dans le Lancet, donc immense revue scientifique, d'une étude, un papier qui dit que l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine augmenterait la mortalité et les risques d'arythmie cardiaque. Le 27 mai 2020, donc quelques jours plus tard, Olivier Véran met fin à la dérogation permettant l'utilisation de l'hydroxychloroquine à l'hôpital. L'OMS renonce aux essais dans la foulée, des décisions qui n'ont toujours pas été remises à jour. Hein. Et pourtant, on apprend que cette étude a été complètement bidonnée, se cache derrière une entreprise du nom de Surgisphère qui aurait réussi à fournir pour cette étude 96 000 dossiers recueillis auprès de 671 hôpitaux sur 5 continents. Très vite, le professeur Raoult se positionne et dit que cela est bidonné. Très vite, l'étude va être retirée. Le monde scientifique va plus ou moins réagir. Mais là, cette affaire a mis le doigt quand même sur un véritable problème. C'est que vous parlez des études, mais aujourd'hui, concrètement, vous, en tant que docteur, comment vous identifiez le sérieux d'une étude? Comment on peut identifier le risque? Elle ne se base pas sur une seule étude, quoi. Elle se base, tu as une étude et puis en général, il y a d'autres études qui vont sortir et c'est justement de voir si les autres études vont prendre le même sens que la dite première étude, quoi. Si on prend l'histoire du Lancet, qui est un accident industriel terrible, parce que d'abord ça a sali cette revue qui est une grande revue médicale internationale, il faut bien comprendre que moi je ne connais pas de gens qui se sont évertués à dire que cette étude était juste. Hein. Moi, si je prends le collectif du côté science auquel j'appartiens, des gens comme Florian Zorès ou comme Eric Billy et tout ça ont cassé cette étude 4 jours après sa sortie. C'est-à-dire qu'on est tombé dans le panneau, ça a duré 2-3 jours. Et puis ensuite, on a été prévenu de l'intérieur. Moi, je me souviens que Florian Zorès nous a dit non, mais ça ne colle pas. Il y a plein de trucs qui ne collent pas. Et il a commencé à le démonter. Et on a aussi dit que c'était foireux, quoi. Que c'était foireux. Mais il y avait une telle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une telle opposition qui est devenue presque une guerre entre l'IHU, menée par Chabrière et consorts, quoi. Parola, Chabrière, tout ça, et un autre bloc de médecins qu'en fait, on a perdu presque raison et on continue aujourd'hui à mettre le remdesivir en avant, etc., alors même que ça a été écarté par l'immense majorité de la sphère scientifique, quoi. Et il y a de ça et des mois, et qu'on ne peut que condamner ce qui s'est passé, parce qu'encore une fois, ça salit une des principales revues scientifiques, et puis ça salit la médecine, quoi. On va dire ce qui est, quoi. Si autant de gens ont perçu le problème de cette étude, comment on peut expliquer que le ministre de la Santé lui-même, Olivier Véran, n'ait à aucun moment vu qu'il y avait quelque chose qui clochait? Mais je vous rappelle que ce gouvernement a mis à peu près plus d'1 an pour enfin reconnaître que cette pathologie se transmettait par aérosol. Vous voyez la lenteur des choses. Le vrai scandale de santé publique, d'ailleurs, il est là. Hein. Il est vraiment sur l'aérosol, il n'est pas sur autre chose. Ce gouvernement a mis 1 an et demi à reconnaître qu'il fallait aérer les écoles. A mis 1 an et demi, mais a mis quasi 2 ans, puisque ça n'a été reconnu que hier par le conseil scientifique, que les enfants étaient contaminants et se contaminaient dans les écoles. Donc des retards, il y en a eu. Et c'est d'ailleurs le fil rouge. Il y a un double fil rouge à cette crise. Il y a un premier fil rouge qui a été assez court dans le temps, mais qui a été terrible, parce que c'est lui qui a ouvert la porte à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été la façon de traiter la problématique des stocks de masques, avec le mensonge qui est le mensonge
en quelque sorte initial qui a amené tout à découler. Et ensuite, il y a les retards. Les retards, c'est un fil rouge. Il y a eu des retards sur les masques, sur les moyens de protection, il y a eu des retards sur les tests, il y a eu des retards sur la vaccination, il y a eu des retards, enfin, il y a eu des retards sur tout, quoi. Il y a eu des retards sur le Remdesivir, il y a eu des retards sur tout. Donc, comment je me l'explique? Simplement par le respect peut-être de leur mode de fonctionnement, leur structure, j'en sais rien. Le conseil scientifique, si on le prend, je vous le dis, quand j'ai commis mon livre qui traite des 6 premiers mois de la crise, et qui traite des 6 premiers mois de la crise en n'étant pas tendre du tout pour le gouvernement. Mais pas tendre, vraiment. Quand je vous dis pas tendre, c'est pas tendre. Donc c'est pour ça que ça me fait rigoler quand on me traite de collabo, etc. Parce qu'à ce moment-là, qu'ils le lisent, les gens, et qu'ils verront que si à chaque page, c'est une charge, et une charge forte. J'ai eu des membres du conseil scientifique au téléphone, notamment Jean-Laurent Casanova. Jean-Laurent Casanova qui enseigne à Berkeley, et parce que quand ils ont fait leur précis pour la sortie du confinement, le premier confinement, et ils ont fait aussi un précis sur justement les écoles. Et dans le précis sur la sortie du confinement, Jean-Laurent Casanova dit il faut fournir des masques FFP2 à tous les soignants parce qu'il y a une part de transmission par aérosol. Et moi, je lis ça, et ça fait déjà des semaines et des semaines que j'alerte, je ne suis pas le seul, mais qu'on alerte sur la diffusion par aérosol et sur la nécessité de fournir tous les gens en contact du Covid, soignants en masque FFP2, d'aérer, etc., etc. Et je lui dis, mais quand même, vous écrivez ça, moi, ça me va tout à fait, mais j'ai des difficultés à comprendre parce que le conseil scientifique dit l'inverse depuis des semaines et des semaines. Et il me dit, mais je l'ai écrit pour qu'il y ait une trace. Ce qui prouve bien qu'entre eux, il y avait des frictions et ça peut expliquer un certain nombre de retards. Enfin, je pense, je n'ai pas toutes les explications, mais… Justement, pour couper court en fait à de nombreux discours et rebondir sur ce que vous dites, et c'est pour ça que votre présence est précieuse, parce que je sais que vous avez aussi des attaques très lourdes vis-à-vis de ceux qu'on qualifie aujourd'hui de complotistes, de désinformateurs, et on y viendra. Sur toujours cet argument d'Olivier Véran qui n'a pas vu le problème, lui et ses nombreux conseillers, sur aussi le conseil scientifique, vous en parlez, je pense à la fuite des mails d'Anthony Fauci, où on voit l'échange avec Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique, qui écrit que la pression politique concernant la question de l'hydroxychloroquine est forte, mais qu'il résiste. Il résiste à quoi? Et vous le savez comme moi, tout ça a créé un terreau très favorable à des interprétations, parfois complètement zinzin, mais parfois pas dénuées de sens. Et c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question pour avoir des précisions. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Au-delà de l'impréparation, au-delà des retards que vous évoquez, à quoi résiste Jean-François Delfrécy? Pourquoi Olivier Véran n'a pas vu ça? Au-delà de l'impréparation et du retard, s'il ne l'a pas vu, c'est soit un problème de compétence, soit qu'il n'a pas… Non, je pense qu'il n'y a pas ni problème de compétence, ni problème Il y a un jeu trouble qui est un jeu politique. Quand Macron va voir Raoult, il l'adoube en quelque sorte. Il y a peut-être un jeu aussi de la part de la Première Dame, qui est un jeu assez trouble, qui reçoit des médecins qui sont plutôt du côté des non-vaccinés, etc. C'est le et en même temps, ça. C'est-à-dire il faut à la fois flatter Paul et flatter Pierre, et puis essayer d'avancer comme ça, sauf que la science, elle ne se contente pas de demi-vérité, quoi. Le problème est là, quoi. Le problème, c'est que la science, c'est du dur. La médecine, c'est pas la même chose. La médecine, on l'a toujours dit, c'est un art. Il y a une part de science inexacte dans la médecine parce qu'on est sur de la pâte humaine, mais la science, elle est basée sur des faits, et des faits réels. Et donc, elle a besoin de choses tangibles. On ne peut pas être au milieu du gué parce qu'en science, ou alors on se noie, quoi. Il faut être sur une rive ou sur l'autre. Et là, cette espèce de « et en même temps » en science, c'est ça qui fait perdre du temps. C'est de dire on a quelqu'un qui est perçu comme rassurant pour les Français, on a besoin d'avoir un peuple rassuré, donc il ne faut surtout pas dire qu'il se trompe. C'est un peu ça, à mon avis, qui a joué. Souvenez-vous, ce qu'on disait de Raoult au départ, c'était ça. Oui, mais lui, il rassure. D'où le terme ensuite rassuriste qu'on a pu dire à d'autres personnes qui ne sont pas de ce niveau, mais qui… Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être aussi, passez-moi le terme, aussi con que ça. Mais alors, justement, si on va sur cette question peut-être plus médiatique, c'est-à-dire la parole médiatique qui est faite de la crise, parce que sur la question de la science, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comment on peut expliquer toujours, pour être sur la question du personnage Didier Raoult, comment on peut expliquer que et je vous cite, hein, c'est la sommité d'infectiologie en France, vous aviez dit sur BFM au début de la crise, comment on peut expliquer que Didier Raoult, le professeur Didier Raoult, soit passé de ce statut de sommité internationalement reconnu à une sorte de paria qui aurait presque eu son diplôme dans des Kinder Surprise? Parce que quand on veut s'intéresser aux arrière-cuisines, des fois, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si propres.
Le problème d'un grand chef, c'est que vous avez l'apparence, et puis si vous allez voir dans les cuisines, des fois, vous vous apercevez qu'il y a des manques. Et quand l'actualité a fait focus sur Didier Raoult, on s'est aperçu d'un certain nombre de choses. Je suis désolé de parler comme ça, mais quand on s'aperçoit, et lui-même le dit, je suis le père de 3500 études internationales. Ça fait une étude tous les 4 jours pendant 40 ans, ce qui est inhumain, ce qui n'est pas possible, à part de faire travailler d'autres personnes et de porter sa signature et ramasser des points SIGAPS. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font que, voilà, quand vous vous apercevez que les publications, beaucoup de publications sont dans des revues prédatrices, c'est-à-dire des revues où on paye pour publier, que beaucoup de revues restent au stade de préprint, beaucoup d'études. Donc tout ça fait que tout d'un coup, vous apercevez qu'en fait, la dorure craque un peu. Et ça, c'est quand vous rapprochez la lumière que vous voyez que la dorure craque un peu. C'est la problématique du professeur Perron. Le professeur Perron, qui a été chef de service, maladies infectieuses, etc., quand on s'approche et que tout d'un coup, vraiment, on regarde les différentes choses qui ont été dites sur la maladie de Lyme, où on s'aperçoit qu'il a dit que la maladie de Lyme était liée aux expériences génétiques, sonétiques d'un médecin nazi émigré aux États-Unis, on se dit, il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Donc voilà, donc je crois que la problématique, c'est ça. La problématique, c'est que quand on s'approche des arrière-cuisines, des fois, on s'aperçoit que ce n'est pas si propre que ça. Voilà. Sauf que curieusement, on a quand même. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais j'essaye d'être factuel. C'est tout. Moi, je n'ai rien contre le professeur Raoult. Mais je crois que la durée, ce n'est jamais une bonne chose. Il y a un moment où, si vous voulez, vous finissez par devenir un peu autocrate, un peu truc, et puis vous avez les problématiques que l'on est amené à connaître. Qui plus est, l'IHU, c'est extrêmement particulier. Il y a beaucoup d'argent autour de l'IHU, beaucoup de subventions, c'est un pouvoir dans le pouvoir. La PHM est un État dans l'État pour Marseille et l'IHU est presque un État dans l'État dans la PHM. Donc, l'hôpital, ce n'est pas un monde de paix. Hein. Mais concrètement, aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Si on met si on zoome sur une personnalité, on peut trouver des choses qui ne sont pas toujours reluisantes. Mais on a quand même cette impression d'avoir zoomé à chaque fois sur des cibles précises qui n'allaient pas dans le sens du discours gouvernemental. Parce que pourquoi n'a-t-on pas mis le zoom sur Yazdan Yazdapana, par exemple, membre du conseil scientifique, 134 684 € de conflit d'intérêts entre 2012 et 2019. Mais parce que, cher monsieur, le chiffre de France Info. Quand Raoult passe sur une chaîne, il y a des millions d'auditeurs assurés, en tout cas au début. Moins maintenant, puisque maintenant, il est obligé de passer sur Sud Radio, CNews et Odyssée maintenant pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire en s'asseyant et en donnant quitus à un réseau social qui laisse entrer des nazis, parce que moi le terme des vrais, qui se revendiquent de nazis, des gourous, des escrocs, voilà quoi. Donc c'est pas sa place, c'est pas la place d'un scientifique que d'aller dans ce genre d'endroit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après sur le reste, il y a un problème médiatique. C'est pas nous qui choisissons, c'est pas Raoult qui choisit, c'est pas Yazdapana qui choisit, c'est pas. Je veux dire, à un moment, quand on fait focus et qu'on a toute cette lumière dessus, mais plus vous allez augmenter la lumière, plus vous allez voir les défauts. Ce qui peut fonctionner pour n'importe qui, même les membres du conseil. Ce qui pourrait fonctionner pour n'importe qui, mais qui... vous vous rendez compte que ça fait maintenant 2 ans, on est à 2 ans de crise et on continue à se poser des questions sur l'utilité, sur l'utilité, sur le traitement efficace ou non de l'hydroxychloroquine. Je veux dire, la partie, elle est finie depuis des mois, quoi. Au niveau international, ça y est, c'est prouvé, on sait que malheureusement, ça ne marche pas. Mais ce point-là est intéressant. Ce point-là est intéressant parce que tout à l'heure, vous parliez de science, mais précisément, la science est le lieu du renoncement permanent. C'est qu'il n'y a pas de vérité définitive en science. Enfin, c'est à vous de me corriger. Sauf que quand vous avez fait... Pourquoi j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Pour finir, pourquoi on condamnerait définitivement l'hydroxychloroquine là où, pour le vaccin, et on y viendra tout à l'heure sur la question des vaccins, on a aussi des certitudes définitives et qui parfois sont démenties par le réel, et vous-même, vous l'avez constaté sur les plateaux. Mais parce que sur l'hydroxychloroquine, toutes les études ont été sorties, et malheureusement, toutes les études montrent que ça ne marche pas. Et puis, on a eu des drames à l'hydroxychloroquine. Si vous prenez l'affaire Prévan Senior au Brésil, on a eu, je veux dire, il y a eu une imposition de l'hydroxychloroquine par le gouvernement et par Bolsonaro. Et vous avez aujourd'hui tout un tas une affaire qui est terrible de santé publique avec des gens qui sont morts de ne pas avoir eu accès au vaccin et d'avoir eu ce traitement qui ne marche pas, quoi. Voilà, moi je suis désolé, j'aurais adoré que ça marche.
J'aurais adoré que ça marche, mais ça ne marche pas. Et j'ai aucun intérêt à dire, voilà, à dire l'un plutôt que l'autre. Moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je suis un généraliste, j'ai rien à gagner avec l'industrie pharmaceutique. Mes interventions, puisqu'on en parlera, mais je vous le dis de suite, mes interventions dans les médias, elles sont bénévoles. Je ne me suis jamais fait rémunérer pour la moindre intervention, et ça depuis des années, parce que je n'ai pas attendu la crise Covid pour prendre la parole, pour aller à la profession. Il n'y a que aux grandes gueules, où depuis 2019, je suis chroniqueur, où là, c'est de l'info entertainment, vous connaissez par cœur, et où là, je suis défrayé. Parce que chroniqueur. Mais le reste, c'est total. Les gens se font une idée de chaînes qui paieraient les médecins pour venir. Moi, je vous rassure tout de suite, les chaînes info, elles ne paient pas les gens qui viennent, à moins qu'ils aient un rond de serviette et qu'ils viennent à date précise et à heure précise, parce qu'ils sont intervenants de la chaîne. Mais ce n'est pas le cas des médecins. Donc, alors, venons-en, la transition est parfaite sur la question de la désinformation, parce que forcément, on a beaucoup parlé de vous récemment suite à vos propos, voilà, des désinformateurs que vous souhaiteriez mettre en tôle. Et je voulais justement avoir des précisions déjà sur ce que vous considérez être les désinformateurs, dans la mesure où il y a un lien tout trouvé avec la discussion qu'on a sur la question de la science, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire telle étude fait tel constat et invalider complètement cette déclaration un mois après, à la suite d'une autre étude. Concrètement, voilà, premier point. Concrètement, il y a une différence entre des gens qui se posent des questions sur le taux d'efficacité d'un traitement et des gens qui disent n'importe quoi. Ce que j'appelle les désinformateurs, c'est les gens qui disent n'importe quoi. Ce que j'appelle les désinformateurs, c'est les gens qui vous disent que le vaccin est un crime contre l'humanité. Ce que j'appelle les désinformateurs, c'est les gens qui disent que le vaccin a été fait pour éradiquer à terme la moitié de la population mondiale dans le cadre d'un vaste plan, d'un Great Reset, où on trouve derrière Bill Gates et Melinda Gates, la banque Rothschild, etc. Ce que j'appelle les désinformateurs, c'est ceux qui vont nous ressortir les histoires du protocole de Sion, l'antisémitisme de base, etc., etc. Ce que j'appelle les désinformateurs, c'est les gens qui nous disent on a assassiné dans les maisons de retraite au Rivotril, les médecins sont des assassins, etc., etc. C'est ça que j'appelle les désinformateurs et c'est ceux-là qui sont dangereux et c'est ceux-là qui mettent un certain nombre d'idées dans la tête de gens qui finissent par avoir peur de ce vaccin et qui, de fait, ont donc une perte de chance. Ce n'est pas les gens qui sont dans le doute et qui viennent nous voir dans nos cabinets en nous disant « Mais docteur, est-ce que vous pensez vraiment que ce vaccin me protège? Je vois que ce vaccin n'empêche pas d'être contaminé, ce vaccin n'empêche pas de contaminer soi-même. Est-ce que vraiment c'est un vaccin, etc. » Ceux-là, ils sont accessibles à la discussion, on discute, on parle de science et on voit s'ils veulent ou non se vacciner. Mais ceux qui sont tombés de l'autre côté, qui sont un peu comme les gens qui sont chez QAnon aux États-Unis, qui ont envahi le Capitole, etc., et qui nous sortent des raisonnements totalement abracadabrantesques, traitant les médecins d'assassins, nous parlant de Nuremberg 2, nous disant que le vaccin est expérimental et que donc on fait comme les médecins nazis de l'expérimentation à l'époque sur les enfants juifs, comme ils faisaient, ceux-là, oui, c'est les désinformateurs et c'est ceux-là qu'il faut arrêter parce qu'ils sont éminemment dangereux et risquent de faire passer à l'acte des gens qui sont fragilisés. Moi qui suis menacé, comme beaucoup de médecins, qui prend des menaces de mort quasi quotidiennes, hein. J'étais encore à la gendarmerie hier matin, je suis quasi tous les jours pour porter plainte parce que on est malheureusement obligé de porter plainte sur celles qui sont les plus touchy, on va dire, quoi. Paradoxalement, je porte plainte, mais j'en veux pas aux gens qui me menacent de mort parce que chaque fois qu'on en a arrêté, c'était des gens qui avaient des problèmes, c'était des gens qui étaient malades, quoi. Et quand on est médecin, on ne peut pas en vouloir un malade. Par contre, j'en veux aux gens qui peuvent faire tout d'un coup passer à l'acte quelqu'un de fragilisé. Voilà. Alors effectivement, et sur ce point-là, tout à fait, et c'est excessivement condamnable, et c'est important que vous puissiez dénoncer ça dans toutes les tribunes qui vous sont ouvertes. Mais sur la question de la désinformation, on est quand même en présence de deux extrêmes. Il y a les gens qui vont vraiment adhérer totalement à l'information et ne pas réfléchir, et à l'autre extrême, il y a des gens qui, comme vous le dites, vont défendre des positions qui sont même condamnables par la loi directement, indépendamment du contexte du Covid-19. En revanche, moi, ce que je vois dans ce que je qualifierais aussi de désinformation, c'est par exemple, Jean Castex, le 21 juillet 2021, qui nous dit « le vaccin empêche la contamination ». Pour vous, est-ce que c'est de la désinformation ou pas? Alors, ce qui est certain, c'est que quand Castex dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vaccin, il est fait sur une souche qui n'est pas la souche actuelle. Il est fait sur alpha de mémoire, et sur alpha, il agit beaucoup plus, il diminue la contamination d'un facteur 12. Il diminue le risque d'être contaminé d'un facteur 12 et le fait d'être contaminant d'un facteur 12. Quand on va passer à delta, il va diminuer d'un facteur 2, ce qui n'est pas la même chose. Mais c'est le variant qui arrive et qui modifie. Alors peut-être Castex avance un peu vite parce que tout le monde est pris dans une espèce de frénésie
comme il y a eu d'ailleurs pour la chloroquine au départ, etc., en se disant, bout du tunnel annoncé, vaccin arrive, etc., fabuleux truc. Et donc, il dit ça. Je ne sais pas si ça tient de la désinformation ou de l'euphorie, je n'en sais rien, ou alors du manque de recul, quoi. Je suis incapable de le dire. Ce que je sais, c'est que les variants arrivent et que le vaccin peut être impacté par des mutations qui sont sur le virus qui font qu'il est moins actif sur le potentiel contaminant ou d'être contaminé. Voilà quoi. Mais par contre, fort heureusement, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours aussi efficace sur les symptômes graves. Or, ce sont les symptômes graves qui créent l'impact sur l'hôpital. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est l'hôpital qui fait l'impact sur les mesures qui sont prises à l'égard de la population. Et toujours sur cette question, et bien évidemment, sans chercher à excuser des gens qui vont adopter des discours excessifs, voire graves. Mais comment on peut aussi comprendre les gens qui, depuis 2 ans, vivent, et je parle pour l'exemple de la France, dans une situation où, à la télévision, que ce soit dans les médias ou que ce soit les discours politiques, nous avons sans cesse des discours qui se contredisent, avec la certitude de dire le vrai en permanence, et en plus, qui émanent de gens qui vont décider du sort des Français, qui vont décider de leur liberté. Faut pas porter... Un autre exemple plus récent, le 24 novembre 2021, on pouvait lire dans la presse que l'OMS redoutait 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici au printemps. Fort heureusement, nous n'y serons pas. Mais sur le plan psychologique, est-ce qu'on peut aussi comprendre ce que vivent les citoyens? Sur le plan psychologique, c'est terrible. Mais n'oubliez jamais, tout au long de cette interview, vous parlez à un médecin, et qui plus est un médecin généraliste, et un médecin généraliste en exercice. Donc dites-vous bien que moi, comme un autre, comme tout médecin de France et puis de Suisse, de n'importe où, les gens qui sont dépressifs, les gens qui n'en peuvent plus, les gens qui ont perdu d'ailleurs avec cette maladie, parce qu'il y a eu quantité de drames familiales avec cette maladie, les gens qui ont perdu leur boulot, les gens qui n'arrivent plus à travailler, les gens qui sont atteints par la dépression, etc. On les voit où? On les voit dans nos cabinets. Hein. On les voit dans nos cabinets du matin au soir. Donc on est parfaitement au courant de cela. Quoi. On est parfaitement au courant, c'est nous qui le suivons. Donc c'est évident. Après, une fois qu'on a dit ça, pourquoi il y a ça? Mais encore une fois, les types, ils ont avancé en marchant, en quelque sorte. On ne peut pas dire que ce soit les couteaux les plus aiguisés du tiroir pour la prise en charge de cette crise. Ils ont fait quantité d'erreurs. Souvenez-vous quand même, sur les masques, on est allé jusqu'à filer des amendes aux pharmaciens, les menacer d'amende s'ils vendaient des masques. Souvenez-vous de ça. C'est pas la peine de porter un masque, etc., etc. On reviendra sur ce que j'avais dit à l'époque. Mais il y a eu ça. Sur les tests, on a trouvé tout à fait légitime que les gens aillent se tester et qu'il faille 14 jours pour avoir le résultat, ce qui rendait le test totalement inopérant. On avait des files de 300 mètres devant les laboratoires et ça choquait personne. Sur les maisons de retraite, souvenez-vous quand même que le gouvernement interdisait de tester tous les patients et de tester tous les résidents. Ce qui était la meilleure chose pour empêcher le virus de diffuser. On a obligé les EHPAD à accueillir des gens en Covid-19. Ils avaient un cas de Covid-19, ils l'hospitalisaient, on les obligeait à le réaccueillir, à le reprendre, alors même qu'il était encore contaminant et que les personnels soignants n'avaient pas de moyens de se protéger et que donc il faisait diffuser de chambre en chambre cette infection, ce qui a créé des trucs épouvantables, des drames épouvantables à la maison de retraite avec 50, parfois 80 morts, quoi. Et 80 morts dans une institution sur 15 jours, vous ne vous en remettrez jamais en tant que soignant. Jamais. C'est trop dur à vivre. Jamais. Souvenez-vous qu'on a eu des situations où on a empêché les familles d'accéder à leurs propres défunts. Où on a mis des gens dans des housses avec des familles qui ne pouvaient même pas aller les voir. Alors même que le type ne respire, le propre d'un mort, c'est de ne pas respirer et de ne pas bouger. Donc je ne vois pas comment il pouvait transmettre l'infection. On était dans l'irrationnel le plus total, quoi. Moi, je me suis élevé contre ce truc aux côtés d'une patiente qui s'est élevée également parce qu'elle ne pouvait pas aller voir sa mère. Et j'ai fait partie des gens qui gueulaient contre cette situation à l'époque, qui était une situation abominable, abominable à tout point de vue et qui dépendait de décisions politiques. En fait, toutes les décisions qui ont été prises pendant une immense partie de cette crise jusqu'à récemment, elles ont été basées sur le manque. C'est-à-dire que toute la doctrine sanitaire a été construite non pas sur des éléments scientifiques, mais sur le manque. Et on a fait de la pâte à science. On a dit aux gens ne portez pas de masque parce qu'on n'avait pas de masque. On a dit aux gens ça ne sert à rien de porter un masque parce qu'on n'avait pas de masque. Vous voyez le truc? On a dit aux gens on va vacciner en priorité les gens de 80 ans parce qu'en fait ça correspondait à l'échantillon de vaccins dont on disposait à cet instant-là. Mais ce n'était pas vraiment un raisonnement sanitaire.
Et tout a été fait comme ça. Sur cet ordre d'idée, quelle crédibilité peut-on accorder aujourd'hui au discours du tout vaccinal? Mais aucune. Alors, comprenons-nous bien. Pourquoi je dis aucune? Parce que le vaccin ne fait pas tout. Si vous ne mettez pas, il faut se représenter et garder dans la tête l'image des tranches de gruyère mises les unes derrière les autres. Chaque tranche, il y a des trous à différents endroits. Je mets une tranche, je vais bloquer le virus, mais il y a des trous dans la raquette, il y a des trous dans le gruyère, il va passer. J'en mets une autre, je vais avoir un peu moins de trous, il va passer. J'en mets encore une autre, je finis par l'arrêter. Si vous ne faites pas masque, plus aération, plus port du masque dans certaines circonstances, enfin, je veux dire vaccin, plus port du masque dans certaines circonstances, plus aération, plus truc, vous n'y arrivez pas. C'est un ensemble de choses. Et quand l'OMS dit on craint 700 000 morts de plus, c'est 700 000 morts si vous n'avez pas les mesures prises. Mais chaque fois que vous prenez les mesures, vous faites tomber le risque. Mais on ne peut pas vivre toute sa vie avec ces mesures. Donc tout le problème est là de cette maladie, c'est que tant que le virus est là, on peut prendre le pari politique de dire c'est une endémie, on va vivre avec le virus. Ce raisonnement est valable quand vous avez un virus comme Omicron, parce qu'il impacte peu l'hôpital. Mais si vous avez un variant où tout d'un coup ça re-impacte, on ne va pas faire de l'angélisme, on ne va pas faire du romantisme, on sera obligé de reprendre des mesures difficiles parce que l'hôpital sera dépassé. Et ça, on pourra toujours ouvrir 15 000, 20 000 lits de plus, on sera dépassé à un moment ou à un autre. Parce que ce n'est pas que du problème de lits, vous avez de l'épuisement professionnel, vous avez du manque de personnel, vous avez tout un tas de choses qui font que, on en parlera, on y reviendra peut-être sur la situation sanitaire, mais qui font que. Vous voyez, donc c'est tout ça qui fait jour. Quand je reviens juste sur l'épisode des masques, parce que les gens qui regardent cette vidéo vont dire ah ben lui-même il dit c'est ça. Quand je dis ça, moi, et je reviendrai sur deux déclarations, quand je dis c'est une légende urbaine, je dis ça ne sert à rien sur le plateau des Grandes Gueules. On est le 4 mars. Le 4 mars, le virus circule quasi pas sur notre territoire. On a un mort de mémoire qui est un type qui revient de Chine. Et on a très peu de cas. Par contre, toutes les pharmacies ont été prises d'assaut et il n'y a plus de masques disponibles. Et nous, on est face à la fois à une épidémie de grippe qui commence et dont on verra qu'elle va s'effondrer rapidement, mais à cet instant, on ne le sait pas. Et on a nécessité de prescrire des masques à nos patients. Et on ne peut plus prescrire de masques à nos patients pour qu'ils ne diffusent pas la grippe au sein de la cellule familiale parce qu'il n'y en a plus. Et donc, je dis aux gens, porter un masque, ça ne sert à rien, hormis dans le cas où vous êtes malade. Et je ne retire pas un seul de ces mots à cet instant précis. Par contre, très rapidement, mais quand je dis très rapidement, c'est rapidement, en l'espace de 7 jours, on a d'abord la notion qu'il y a beaucoup de personnes asymptomatiques, ce qu'on ne savait pas. On l'apprend. On a le cas de New York, où on sait que la diffusion virale à New York vient principalement du métro. Mais le 9 mars, je pourrais vous faire passer les vidéos et tout ça, je demande à ce qu'on fasse porter le masque dans le métro et dans les transports en commun. C'est vous dire le truc en une semaine. Ça va très vite, quoi. Voilà. Et quand on me dit docteur Grippette, ce qui me fait un peu rigoler, ça c'est le 25 février de mémoire. Le 25 février, il y a un tweet, je me souviens, avec une fille avec un masque, là où je dis c'est pas plus grave que la grippe, sauf qu'on met toujours ce tweet en exergue qui est en fait un thread, où il y a plusieurs tweets, où le conditionnel est utilisé, et où je dis en l'état, peut-être c'est pas plus grave que la grippe. Mais on va s'apercevoir très vite que, malheureusement, ça va être beaucoup plus grave. Voilà. Alors, effectivement, si on fait l'exégèse de vos différentes déclarations, plus récemment, il y en avait une autre propre au vaccin, où vous disiez, c'était sur BFM, ou Grande Gueule. Si on arrivait à avoir 80-85% de la population vaccinée de deuxième dose, il est évident qu'on aurait un effondrement des hospitalisations. Ouais. Tout à l'heure, mais on n'y est pas encore, je vous signale. Parce que quand je dis ça, 85%, c'est toute population confondue, enfants compris. Aujourd'hui, on est à plus de 80% si on ne tient pas compte des gosses. Mais si on tient compte des gosses, on est aux alentours de 78, voilà, 77, 78, on n'est même pas à 80. Avec Alpha, on était sur un taux d'immunisation collective qui était autour de 80%. Avec Delta, ça s'est upgradé à 90%. Donc ça aussi, ça fait le changement. Et 90, toute population confondue. Hein. Donc ça explique que la vérité du moment, et vous en avez parlé sur les oxychloroquines, la vérité du moment, ce n'est pas forcément la vérité le demain, d'après-demain, etc. Quoi. Mais sur l'alpha, il est évident que 85% d'une population totale vaccinée sur alpha, ça fait baisser grandement les choses. Et de toute manière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quand même que même avec un delta extrêmement agressif, par le fait qu'on ait eu une forte proportion quand même de vaccinés dans la population cible, on a quand même grandement protégé l'hôpital, hein, grandement. Hein. On a eu jusqu'à
4000 lits de réa sur un total de 5000, 5005, suivant l'utilisation du privé. Pas l'utilisation du privé, on peut monter à 6000, quoi, qui ont été occupés. Mais ce qui a coûté, surtout, c'est la crise de l'épuisement professionnel qui fait qu'on a fermé des lits parce qu'on manquait de personnel, en lien avec le fait que quantité de gens sont en arrêt de travail et quantité de gens ont arrêté totalement, dans le privé comme dans le public. Ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont rendu la blouse, définitivement, pour passer à autre chose. Et ça, c'est terrible. Mais c'est un peu la grande question. Effectivement, depuis le début, l'échelle est toujours la même, le nombre de places dans les hôpitaux. Mais concrètement, maintenant, on a 2 ans de recul, un petit peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? On se rappelle l'article de Libération, il y a 2 mois environ, qui expliquait que 20% des lits avaient fermé dans les hôpitaux, alors que le slogan gouvernemental est « on peut débattre de tout, sauf des chiffres ». Olivier Véran nous avait dit « non, attention, les chiffres de cette enquête qui avait été menée par le Conseil scientifique lui-même directement, les chiffres sont peut-être pas sûrs », donc il avait débattu des chiffres comme quoi. Et finalement, c'était 6% d'après les services d'olivier Véran. Qu'est-ce qui a changé? C'est un problème. D'abord, c'est un truc qui dure. Mécaniquement, je n'ai pas la prétention de maîtriser le problème, mais je me dis que si on continue à fermer des lits, le jour où on a un lit en France, il suffit de 2 malades pour submerger le système. Et bien sûr. Non, mais la problématique, elle dure depuis 30 ans. La problématique, elle s'appelle l'ONDAM. En 1996, Alain Juppé crée l'ONDAM, qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Dans l'ONDAM, il y a toutes les dépenses de soins, que ce soit tout ce qui est dépenses de soins, hormis des enveloppes exceptionnelles que tu as en dehors, c'est dans l'ONDAM. À partir de là, on regarde la santé uniquement sur le coût et pas sur ce qu'elle rapporte. Et donc, on va avoir cette espèce d'idée folle qui est, si j'enlève un lit, j'ai moins de dépenses, si j'enlève un médecin, j'ai moins de dépenses. Comme si le médecin générait de la dépense, le médecin générait de la maladie ou le lit générait de la maladie. Une espèce de truc de politique kafkaïenne qui a duré pendant des années et où on a décrété par exemple qu'une maternité qui ne faisait pas 300 accouchements était dangereuse et que donc il fallait la fermer. Et donc on a fermé tout un tas d'hôpitaux de proximité, de centres hospitaliers généraux, de petites maternités. Dans le même temps, on a eu la restructuration du privé avec l'arrivée des fonds de pension, des groupes où on a eu des petits groupes qui ont été rachetés par des groupes, même achetés dans des méga groupes, les fonds de pension. Et puis maintenant, Ramsay, GDS, Capio d'un côté, Elsan de l'autre, qui sont devenus extrêmement puissants avec une industrialisation du soin et pareil, des établissements qui se sont regroupés. Et donc, on a agrandi les trous du gruyère partout. Et quand on dit qu'on a fermé 50 000 lits, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas que des lits de réa, c'est surtout des lits de centres hospitaliers périphériques. Hein. C'est là qu'on a voulu créer des espèces d'énormes hôpitaux-usines et on a fermé tout le tour. Quoi. Et là, maintenant, on se dit, merde, il y a des déserts médicaux partout. Ben, tu m'étonnes, tu as fermé partout. Quoi. Donc, ça dure depuis des années. Après, sur les lits de réa, ils sont dimensionnés en fonction de, en quelque sorte, le besoin annuel sans tenir compte d'une crise majeure comme celle qu'on vit là actuellement. Ils sont dimensionnés donc aux alentours de 5000 lits pour la réa pure. Après, il faut rajouter les soins intensifs. Et sur le privé, tu as en gros 1000 lits et tu peux monter en transformant des lits, des lits qui servent au réveil ou autre, tu peux arriver à 1500 par là. Quoi. Voilà, donc on est sur un potentiel en gros de 6500, 7000 lits max. Quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pourrait très bien augmenter le nombre de lits et se dire on serait bon, tranquille, mais même dans les rêves les plus fous, on ne va pas créer 2000 lits de plus de réa. Donc on va en créer, mettons, 1000 de plus. Mais l'objectif, ce n'est pas de multiplier les gens en réa. L'objectif, c'est qu'ils n'aillent pas en réa. Parce que le fait d'aller en réa, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas une croisière au bord de la mer. Ce n'est pas un voyage en bateau. Tu vois, quand on te couche 3 semaines sur le ventre avec un tube dans la bouche, ce n'est pas une partie de plaisir et tu mets des mois et des mois à t'en remettre. Donc l'idée, c'est qu'il y ait peu de monde en réa. Mais c'est d'avoir un bon dimensionnement. Et ce bon dimensionnement, c'est surtout qu'on ait le lit, mais c'est surtout qu'on ait toutes les personnes autour pour faire fonctionner le lit. Et toutes ces personnes autour, il faut les former. Et ça prend du temps. Et donc, le problème, c'est qu'on va mettre des années encore à sortir de cette folie de l'ONDAM et de cette folie qui consiste à regarder le soin uniquement sur le coût qu'elle génère et pas sur ce qu'elle amène en tant que richesse pour la nation. Parce que je rappelle que le soin, la médecine, et quand je dis médecine, entendre tous les métiers qui gravitent autour du soin, hein, de la SH en passant par l'administratif, le brancardier, le médecin, l'aide-soignante, l'infirmière, l'orthophoniste, tous les gens qui sont autour, génèrent énormément
de gains pour le pays. D'abord, ça fait vivre 1,5 million de gens qui travaillent directement dans le soin. Après, il y a toute l'industrie qui gravite autour. Et puis après, tu vas aller patient. Dès l'instant où tu vas raccourcir la pathologie de quelqu'un, ben, tu le réinjectes dans la société et c'est une perte financière de moins pour le pays. Donc la santé, elle génère des gains pour le pays. Elle est pas, et si on la regarde que sur l'angle du coût, ben à ce moment-là, on en vient à la financiarisation du soin et on en vient à la T2A, on en vient à chiffrer les malades que sous l'axe du profit, on en vient à chercher quelle est la pathologie qui rapporte le plus, etc., etc. Et ça vire à la folie. Mais là, on est dans la folie depuis des années. Là, il y a un lien logique que je vois arriver. Voilà, vous allez pouvoir me corriger si ça vous semble juste ou pas. C'est que si je reprends ce que vous dites, on a une situation qui, depuis 30 ans, une situation politique qui a contribué à étouffer nos hôpitaux, à réduire les moyens au maximum, avec des acteurs que l'on retrouve aujourd'hui. Je pense à Jean Castex, qui était à l'origine, enfin, qui a participé à la mise en place de la tarification de la prestation. Je pense par exemple au mandat de François Hollande avec sa ministre de la Santé qui était Marisol Touraine, et on retrouvait dans son cabinet nul autre que Benjamin Griveaux et Gabriel Attal. Tous ces acteurs. On retrouvait Olivier Véran, on retrouvait tous ces acteurs on retrouvait. Non, tu les avais tous. Hein. Voilà, tous ces acteurs qui aujourd'hui sont aux manettes. Donc on a cette situation politique depuis 30 ans, et on a de l'autre côté, ce que l'on vit actuellement, la mise en place du pass vaccinal, où on va dire le but est de protéger nos hôpitaux pour une maladie qui a fait 120 000 morts environ en un tout petit peu plus de 2 ans, donc qui concrètement n'est pas le raz-de-marée que l'on pouvait craindre dans un premier temps, mais qu'aujourd'hui on a réussi à peu près à assimiler. Donc l'un dans l'autre, il y a quand même un gros problème qui se pose vis-à-vis du pass vaccinal qui n'a plus aucun but sanitaire, nous sommes d'accord là-dessus. Alors attention quand même que 120 000 morts, c'est la portion la plus congrue, hein. Parce que 120 000 morts, mais combien de passages en réa, mais combien de gens qui gardent les séquelles, mais combien d'hospitalisations dans des services de soins continus, puis dans des soins de suite derrière, mais combien, c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est tout ce qui va graviter autour et tout l'impact que ça peut avoir, à la fois sur des familles, à la fois sur de l'emploi, à la fois sur de... Donc tout ça fait que cette pathologie, qui, ne l'oublions pas, évolue par vagues, ce qui veut dire qu'elle n'est jamais égale dans le temps sur sa pression. C'est la fameuse enquête de la TIH où on te dit 5%, mais ce qu'il faut bien regarder, c'est que ces 5%, ils ne sont pas ISO, c'est par instant. Et par instant, les coups de boutoir que ça peut faire à la fois sur l'hôpital et sur la médecine de ville, sur l'épuisement des professionnels, etc., il est terrible, même si c'est 5%. Et c'est 5%, attention, c'est 5% sur une cible qui est une cible extrêmement précise, qui est surtout du CHU, et au sein du CHU, surtout de la réa et surtout de l'île de soins continus, pneumologie, cardiologie, tu vois, c'est sur des cibles précises. Tu exclus de ça tout ce qui est centre hospitalier périphérique, tout ce qui est moyen séjour, tout ce qui est, voilà, après le moyen séjour va prendre du Covid stabilisé. Mais donc, je veux dire par là qu'on a tendance à se dire, ah, mais non, ça ne va pas occuper tous les lits. Évidemment, ça ne va pas occuper tous les lits, mais ça va occuper les lits chauds. Et c'est ça le problème. Mais effectivement, le côté cyclique du Covid-19, c'est quand même, en tout cas, ce qui se dessine depuis 2 ans, ce qu'on appelle une maladie hivernale, qui curieusement revient chaque hiver. Et ensuite, sur ce que vous dites, ça me fait penser un petit peu à cette intervention d'Olivier Véran devant l'Assemblée nationale, où il avait vraiment joué sur l'émotion, et c'est un ressort qu'on évoquera tout à l'heure, quand il parlait de l'exemple de ce jeune homme, je crois, de 28 ans, qui était intubé, et il a vraiment tenu ce discours-là, et ensuite c'était en suivi de si vous n'êtes pas content, sortez d'ici. Cette fameuse phrase d'un ministre qui invite les députés à faire ça. Là, on a quitté le terrain du réel. Je pense qu'on sera d'accord, parce que si Olivier Véran n'est pas à l'aise en voyant quelqu'un de malade dans un hôpital, il y a quand même un problème qui se pose, non? Je ne sais pas. Écoute, qu'est-ce qui est véridique dans cette déclaration? Qu'est-ce qui n'est pas? Je ne sais pas. Je ne me permettrai pas, à l'égard d'un ministre, mais qui est aussi médecin, qui peut être amené dans ses fonctions de ministre, à rencontrer des gens qui ne vont pas bien du tout, et dans le cadre d'une pression que ça lui fasse monter en émotion et qu'il le transcrive, ça peut être aussi vrai. Il a le droit aussi d'être débordé par des sentiments. C'est pas quelles qu'aient été ses fautes ou quelles qu'aient été ses décisions, il peut aussi par instant être débordé par les sentiments. Or, on a tendance dans cette crise à être tellement en frontal, tellement en opposition, qu'on ne passe plus sur rien, quoi. Moi, je crois qu'il y a des moments comme ça où tu te fais déborder et puis c'est comme ça, quoi. Tu sais qu'il faut ne pas avoir connu. Quand tu es médecin, et je ne joue pas sur l'émotionnel, mais c'est la réalité des faits.
Quand tu es ministre, c'est autre chose. Mais quand tu es médecin, tu es amené à vivre un certain nombre de choses qui sont du domaine de l'insupportable. Quand tu vas annoncer à une mère la mort de son fils, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable, il faut vivre avec ça. Quand tu es appelé la nuit pour des gens qui décompensent sur le plan cardiaque, que tu vas te débrouiller avec les moyens du bord quand tu es généraliste pour les stabiliser le temps que l'ambulance arrive, etc., et que tu repars chez toi, tu vis avec le doute. Est-ce que j'ai bien tout fait? Donc, c'est des moments qui ne sont pas simples, quoi. Les gens s'imaginent qu'on est... Je veux dire, on est aussi des hommes, on est aussi des trucs. Il y a des moments où tu peux très bien avoir cette espèce de débordement de choses qui ressortent. Bon, voilà. Après, c'est peut-être fin, c'est peut-être surjoué, j'en sais rien. Mais je ne peux pas juger le truc. Peut-être qu'il nous ment, peut-être qu'il... J'en sais rien. Je ne peux pas te dire. Ce que je sais, c'est que quand tu es médecin par instant, tu peux être amené vraiment à avoir le truc qui monte et puis qui déborde. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Absolument, et c'est d'ailleurs l'occasion parfaite de saluer une fois de plus tous les membres du personnel soignant en France qui depuis 2 ans, et puis d'ailleurs depuis très longtemps, traversent une période très complexe, ils sont sur le qui-vive en permanence, donc c'est l'occasion de féliciter tous ces gens qui nous regardent et qui nous regardent peut-être pas. Mais justement, dans cet argument-là, on fait face à une situation qui est infinie, c'est que le Covid-19 a pris le pas sur le reste, mais pour rester sur ce que vous expliquez, ce que vous connaissez bien évidemment beaucoup mieux que moi, mais que va-t-on expliquer aux gens qui aujourd'hui ont subi des déprogrammations d'analyse ou d'opérations et à qui on dira dans 6 mois, 1 an, ben malheureusement, vos jours sont comptés parce qu'on aurait dû… Mais tu sais, je te tutoie, excuse-moi, mais tu sais que l'histoire des déprogrammations, c'est pareil. Je ne veux pas dire que, mais comme de par mes fonctions, moi j'ai un double regard puisque je m'occupe à la fois d'un établissement de soins et de cabinet médical lambda comme médecin libéral, quoi. J'ai la double vision à la fois hospitalière et de ville. Et donc, j'ai été très tôt au contact de patients qui étaient déprogrammés. Et j'ai saisi, à l'époque, j'avais fait inviter justement au Grande Gueule un médecin qui avait un cancer et qui avait vu sa chimiothérapie déprogrammée, etc. Et donc, on a alerté là-dessus, c'était fin 2020, quoi. Donc, assez tôt dans la crise, tu vois. La déprogrammation, c'est horrible. On a fait perdre de chance à quantité de gens. On s'imagine toujours, on a toujours justement à l'esprit le type qui a une maladie grave, qui va évoluer et donc perte de chance. Mais il n'y a pas que ça. La personne âgée qui tombe, qui se pète le col du fémur et qui a son opération repoussée, on se dit, oh, c'est plus une fracture du col du fémur, ça peut attendre. Mais attention, l'entrée dans la dépendance chez les gens âgés, c'est principalement la fracture du col du fémur. Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui a une fracture du col du fémur et que tu lui recules son opération ne serait-ce que d'1 mois, tu as le risque de perte totale de dépendance, les escarres et la mort qui peuvent arriver. Donc tu peux très bien bousiller à la fois la vie de quelqu'un et de sa famille et de ses enfants parce que tu as reculé l'opération d'un col du fémur. Or, pour opérer un col du fémur, il faut avoir l'AREA derrière, enfin, et pendant, et si l'AREA est occupée par les Covid, etc., mais tu ne peux pas. Alors, attention à une chose quand même, on a bien vu dans la crise, en particulier au début de la crise, que l'articulation privée-publique n'a pas été justement utilisée. Et on a laissé des réanimations du privé vides alors qu'elles étaient disponibles et qu'on aurait pu très bien avoir des établissements dédiés Covid et des établissements qui prenaient en charge les patients qui auraient pu être pris en charge dans les établissements qui sont devenus dédiés Covid. On aurait pu jouer le jeu comme ça. Voilà, on a transféré des gens en Perpète-les-Oies alors qu'à 1 kilomètre de là, il y avait un établissement qui avait des lits de libre. Et ça, c'est le problème français. Mais ça s'explique. C'est même pas un problème politique. C'est un problème de structuration de notre système. Dans les plans blancs de l'hôpital, le privé n'arrive qu'en 3e rideau. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas sur l'horizon. Et donc, dès l'instant où les mecs appliquent les plans blancs, ben, ils ne peuvent pas envoyer sur le privé puisqu'ils ne sont pas sur le plan blanc. Ils ne vont apparaître que beaucoup plus tard. C'est aussi con que ça, là aussi. On cherche toujours à 14 heures, mais en fait, c'est dû juste à la structuration du plan blanc. Et alors que si on faisait tomber les murs entre la médecine de ville, la médecine hospitalière privée et la médecine publique pour qu'il n'y ait qu'une médecine et que tous les plans blancs soient adaptés à ça, on n'en arriverait pas à ces fautes-là qu'on a connues au début. Au début, on a complètement ignoré la médecine de ville, complètement. On était, nous, par exemple, médecins généralistes, on avait quelqu'un qui avait un Covid et qui décompensait. On était près de lui avec un masque plat et on voyait arriver des types du SAMU qui étaient habillés pratiquement en NBC, en guerre nucléaire bactériologique, quoi, qui étaient en scaphandrier et tout, pour le même patient.
pour le même risque. Ce qui m'a fait dire que cette maladie devait s'aggraver dans l'ambulance, puisqu'il devenait très contaminant dès l'instant où il montait à l'ambulance. Et c'est comme ça qu'on a eu quantité de médecins généralistes qui sont morts d'avoir été contaminés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se protéger. On les a oubliés. Mais on les a oubliés juste parce que le politique, la plupart des politiques, ne savent même pas que la médecine générale existe, que la médecine de ville existe. Ils ne le savent même pas. Parce qu'on confond santé publique et hôpital public. C'est ça le problème. Alors que la santé publique, c'est tout le monde. On le voit au combien depuis cette crise. Et la chance de la France, c'est précisément d'avoir un territoire qui est maillé par la médecine de ville, qui a amené le soin aux patients, et puis des hôpitaux et des cliniques qui permettent d'amener le patient aux soins. Mais ce qu'on oublie, c'est que les hôpitaux, c'est 1% des patients. Et le 99% qui reste, c'est la médecine de ville. Or, on a complètement oublié. Donc, il faut tout revoir. Tout ça est à revoir complètement. Mais ça, c'est notre boulot à la fois de syndicats, etc., de s'amuser, de construire le soin de demain. Mais on est très loin aujourd'hui. Très, très loin. On vit une crise comme jamais on en a vécu. Et aucun homme politique de l'extrême gauche à l'extrême droite ne mesure la crise dans laquelle on est actuellement. Moi, je n'ai jamais connu ça en 30 ans de métier. Je n'ai jamais connu, ou en 25 ans de métier, je n'ai jamais connu ce qu'on est en train de vivre. Je n'ai jamais vu, si tu veux, des établissements médico-sociaux, sanitaires, privés, publics, qui sont aujourd'hui quasi tous en mode dégradé. Tous. Le mode dégradé, c'est quand tu fonctionnes avec, 2/3 de ton personnel soignant. C'est une situation qui normalement est une situation de crise, sauf que là, c'est une situation de crise qui est devenue la norme. Et ça, c'est épouvantable. Et pour continuer sur ce plan politique et aborder le dernier grand point de notre échange, tout ce que vous dites, effectivement, qui est très intéressant et qui est politique, nous mène aujourd'hui à la mise en place du pass sanitaire, en espérant du pass vaccinal, pardon, en espérant contrecarrer ces problèmes, ce qui ressemble quand même plus à un cache-misère pour l'instant. Mais aujourd'hui, si on essaie d'élever un petit peu la réflexion sur ce regard politique, et je reprends l'argument de Charlotte Dornelas dans Valeurs Actuelles de la semaine dernière, qui reprend cette idée du bouc émissaire, parce que depuis le début de la crise, on a eu les anti-confinements, les anti-masques, les anti-couvre-feu, aujourd'hui les anti-pass, puis les anti-vax, qui étaient les boucs émissaires, ceux à cause de qui tout arrivait. Mais si demain, 100% des Français sont vaccinés, que la situation se pérennise, que les hôpitaux sont toujours débordés, qui sera tenu pour responsable ? Déjà, demain, si 100% des Français sont vaccinés, les gens que tu auras à l'hôpital, les quelques personnes que tu auras à l'hôpital seront des vaccinés. Première chose, et ça ne sera pas une surprise, parce que le vaccin, il n'est pas efficace à 100%, donc ça veut dire que s'il est efficace à 90%, tu as 10% des gens chez qui le vaccin ne fonctionne pas, et dans cette fraction de la population qui représente 10%, qui serait une grande fraction quand même, puisque si on considérait 100% de Français vaccinés, les 10%, ça représenterait 10% de 60 millions, donc c'est pas rien, on retomberait encore sur 6 millions, et sur ces 6 millions-là, on aurait 1% de ces 6 millions qui pourraient très bien aller en réa. Bon, voilà, ça tournerait... En gros, je te le fais vraiment très schématique parce qu'on va encore m'accuser de trucs. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas étonnant. On nous balance le vaccin sert à rien. La preuve, vous avez des non-vaccinés. Vous avez des vaccinés à l'hôpital. Mais non, on a une proportion de gens chez qui le vaccin ne marche pas. Et puis, on a des leucémies, on a des myélomes, on a des lymphomes, on a des cancers, on a des gens qui ont des immunités qui sont malheureusement très basses, chez qui le vaccin aussi ne fonctionne pas parce que ces pathologies font qu'ils se contaminent, parce qu'ils sont des immunitaires. Voilà. Donc ça, on l'aurait toujours. Après, une fois qu'on a dit ça, on en revient à la situation hospitalière et on ne peut pas faire peser sur les épaules des non-vax la problématique chronique de notre système hospitalier. Par contre, ce qui est certain aujourd'hui, et je le redis avec la plus grande gravité et en essayant d'être le plus factuel possible, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que dans les réa s'agissant du Covid, 85% des patients, c'est des non-vaccinés, quoi. C'est une épidémie de non-vaccinés. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la réalité. Et donc aujourd'hui, les gens à risque, quand ils sont dans la catégorie d'âge qui fait peser un risque, ou quand ils ont des comorbidités qui font peser un risque, et pour quelques personnes qui, parfois, tu n'as pas de chance, même s'ils sont sans comorbidité, vont se retrouver en réa, mais dans 85 à 90% des cas, c'est des non-vaccinés. Donc ça, c'est un fait. Et moi, si tu veux, et quand j'en discute avec les réa, quand j'en discute avec les aides-soignantes qui bossent en réa, comme les infirmières, comme tous les personnels de réa, ce qui les fout en rogne, c'est pas tellement de tomber sur un anti-vax prosélyte, et il y en a quelques-uns, je ne parle pas du non-vax qui ne s'est pas vacciné parce qu'il n'a pas eu accès au vaccin ou parce qu'il avait quelques doutes, etc.
Tu as des antivax qui sont tombés, on le disait en début de discussion, qui sont tombés un peu du mauvais côté, qui n'arrivent pas à en sortir. Et donc, ceux-là, ils peuvent avoir l'optiflow, ils peuvent avoir 25 litres d'oxygène dans le nez. Ils continuent à dire ça n'existe pas, il n'y a pas de maladie, ils insultent les gens. Ce n'est pas ça qui énerve les soignants. Ce qui énerve les soignants, c'est de voir des gens dans des lits qui ne devraient pas y être. Et qui parfois les voient mourir. Et ça les rend fous. Parce qu'ils savent que ces gens-là, on aurait pu les sauver et que là, malheureusement, ils vont partir, quoi. Pour le coup, on touche peut-être à une question peut-être un poil plus philosophique, mais on aimerait voir personne dans un lit d'hôpital. Mais je suis d'accord, évidemment. Et bien sûr. Mais sauf que quand tu as un traitement, ou en tout cas un truc préventif, qui peut empêcher une énorme proportion de patients de s'y trouver, ben ça te fait râler quand tu vis ça tous les jours. Ça te fait râler de voir des gens qui finissent peut-être jusqu'au drame, alors que tu pourrais l'empêcher. Mais si on n'est pas, si tu veux, dans une pathologie incurable. C'est pour ça que je ne soutiens pas les mots du professeur Grimaldi. Quand Grimaldi dit après tout, il n'y a qu'à leur faire signer une décharge et puis qu'on ne les soigne pas un peu comme les directives anticipées. Mais attention, on n'est pas du tout dans le cas des directives anticipées. Je rappelle que les directives anticipées, tu les prends quand tu te sais atteint d'une maladie incurable ou dans le cadre où tu serais atteint d'une maladie incurable, où tu dis pas d'acharnement thérapeutique. Je ne veux que des soins de confort. Mais là, ce n'est pas le cas. Cette maladie, elle ne tue que très rarement. Chacun a plus de chances de s'en sortir que de mourir. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc c'est folie que d'aller dire ça, quoi. Et pourtant, la tribune existe, elle est relayée. Quelques jours après, on avait la tribune de l'hématologue et de l'avocat qui parlait de ça. Mais plus largement, c'est là où le raisonnement peut-être peut cliver, peut scinder les Français et les citoyens, dans la mesure où expliquer que être non vacciné, c'est presque avoir fait le choix que d'être malade et d'être en réanimation, ça marche pour n'importe quoi. Dans ce cas-là, si tu veux, ça c'est interdire les gens d'aller au McDonald's ou de boire de l'alcool. Non, mais c'est le problème de la simplification des médias. D'abord, c'est quoi un non vacciné? Tu sais le définir, toi? Moi, je ne sais rien. C'est quoi un non vacciné? Moi, dans les non vaccinés, moi, j'en vois plein. Tu as des gens qui n'ont pas été atteints par le vaccin. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui sont âgés, qui peuvent être dépendants psychiques, dépendants physiques, qui sont à domicile. On a tendance à oublier que les maisons de retraite, c'est 8% des personnes âgées. Hein. 92% des maisons âgées sont chez eux, hein, des gens âgés. Donc, dans les gens âgés chez eux, tu as beaucoup de gens dépendants. Dans les gens dépendants, tu as beaucoup de gens qui ont plus de famille, qui sont tout seuls, qui sont sous curatelle ou sous tutelle, qui ont une personne de confiance et dont la personne de confiance ne veut pas qu'on les vaccine. Donc, tu as cela. Tu as des gens qui ont fait le choix parce qu'ils ont 90 ans et ils disaient oh, foutez-moi la paix, je m'en fous, je ne veux pas de vaccin. Tu as des gens qui sont non vaccinés parce qu'ils ont des doutes quant au vaccin. Et ça, la plupart, ce sont ces fameuses premières doses qu'on est en train de faire actuellement, avec des gens qui viennent et qui nous posent des questions quant au vaccin. Et des fois, on les revoit 2 fois, on les revoit 3 fois, ils reviennent discuter. Et petit à petit, ils font le choix de se vacciner ou pas. Tu as des gens qui sont tombés du côté anti-vax, avec qui vont rentrer à BFO Covid, tu n'en sais rien, à machin, à truc, et puis qui te sortent des raisonnements à la moelle, excuse-moi, mais bon. Donc tu as tout un panel de trucs dans les non-vaccinés, donc de gens différents. Donc c'est donc vouloir dire les non-vaccinés, c'est les responsables d'eux, mais non, rien du tout, c'est des humains et comme tu as tout le prisme dans les humains, quoi. Moi, j'en veux, encore une fois, aux désinformateurs qui vont aller faire rentrer la peur dans la tête d'un certain nombre de personnes et qui font que ceux-là vont perdre des chances parce que ceux-là n'accéderont quasi plus jamais au truc. Ils sont rentrés dans un côté et puis voilà. Et puis tu as quelques personnes aussi, il faut bien le dire, on ne peut pas l'évacuer. Tu as quelques personnes aussi qui font de la non-vaccination un acte politique. Ce qui est complètement fou parce que le vaccin, le virus, il se fout éperdument de la politique. Le virus, il cherche juste un corps pour avancer, quoi. Alors, que le corps soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit catholique, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit macroniste, qu'il soit tout, il s'en fout. Il s'en fout. Donc, c'est bien pour ça que un président de la République qui en fait, lui, un argument politique, ça pose problème. En fait, ça pose problème dans les deux sens. C'est là où je trouve très intéressant ce que vous dites. Parce que oui, ça n'est pas un problème politique. Oui, il y a des gens qui ont plein de bonnes raisons, tout comme de l'autre côté du spectre, parmi les vaccinés, si on accepte de diviser la population dans ces cases-là, il y a des gens qui se sont sentis forcés, il y a des gens qui ont pratiqué un acte médical pour aller boire un café, et je ne suis pas sûr que ce soit plus louable. Donc aujourd'hui, comment vous, et pour arriver tout doucement à la conclusion, oui, mais Rémi, encore une fois, pour finir là-dessus, comment vous percevez en fait cette gestion de la vaccination, d'un acte médical que l'on fait
en conditionnant les libertés des gens comme un enfant à qui on va dire ben, si tu fais ça, tu auras un bonbon, si tu ne fais pas, tu n'auras pas de bonbon. Le passe vaccinal qui ne sert, en fait, visiblement, et là encore, c'est l'argument de Charlotte Dornelas, qui ne sert qu'à permettre au gouvernement de ne pas assumer en cas d'effet secondaire, là où une obligation vaccinale pourrait faire du gouvernement un des responsables. Concrètement, comment penser cette situation au-delà Non, je crois que là où on peut se rejoindre, c'est sur une communication qui est une communication paternaliste qui prend les gens pour des enfants et qui jamais les prend pour des adultes. C'est comme ça d'ailleurs que depuis le début de la vaccination, et ça fait maintenant plus d'1 an, on n'a pas une seule publicité digne de ce nom qui explique comment fonctionne ce vaccin. Aucune. Donc il n'y a pas vraiment de santé publique digne de ce nom. On te dit que si tu as mal au muscle, c'est que tu as fait trop de pédalo. On te balance un rugbyman qui court vers un autre dans un vestiaire. On te balance 2 enfants qui courent vers la grand-mère les bras écartés. Ça n'explique rien. Donc il y a une espèce de communication un peu immature à l'égard d'une population qui serait considérée comme des enfants et qui devrait aller dans telle direction plutôt que telle autre. Là, je peux te rejoindre. Après, une forme de propagande. Ouais, non, c'est pas de la propagande. Ça va au... Je sais pas comment te dire. Il y a certainement des publicistes qu'on fait bosser là-dessus et qui ne sont pas du métier, qui n'ont rien à voir avec la santé publique et qui proposent des trucs qui doivent payer à prix d'or et qui sont nuls, quoi. On va dire ce que c'est, qui sont nuls. Et nous, on rame derrière pour essayer d'expliquer les choses. Après, moi, je ne perds pas de vue une chose, c'est que, et ça aurait été un peu le fil rouge de notre discussion, quoi. Il y a 5 000, 6 000 lits de réa. Il y a une proportion incompressible de gens qui s'y retrouvent. Il y a un réservoir de non-vaccinés qui est de 6 millions à peu près, qui fait qu'on sait qu'on peut revivre encore pendant au moins 3, 4 vagues ce qu'on a déjà vécu avec des hôpitaux dépassés. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de dire? On essaye de dire la seule moyen qu'on a aujourd'hui d'éviter de vivre ça, ben, c'est le vaccin, parce que le vaccin joue sur les formes graves. Et donc, il faut se vacciner. Et tant qu'on a un gros réservoir comme ça, il faut essayer de diminuer le plus possible celui-ci. Alors qu'on y aille par l'explication en ayant une communication intelligente, comme on parlait. Ça n'a pas été la solution proposée. Moi, quand il y a eu au début, en janvier, et tu pourras le retrouver en janvier ou en février, on a fait un communiqué de presse où on a demandé au gouvernement d'initier dans tous les secteurs sanitaires et médico-sociaux des réunions à présence obligatoire avec les personnels, soignants et non soignants, les cadres de soins, les cadres administratifs, les directions, etc., autour du vaccin, de façon à ce que les gens vident leur sac et que ça discute entre soignants, non soignants, etc., et qu'on fasse tomber les doutes et qu'on renouvelle ça et tout. Bon. Ils n'ont pas choisi ça non plus. On a perdu du temps et on est arrivé, à une quasi-obligation par des passes sanitaires, vaccinales, machin, tout ça. Je ne pense pas que l'obligation crée la confiance. Nous, on s'est battus à l'époque, quand Marisol Touraine a fait les 11 vaccins, quand c'est Buzyn d'ailleurs qui l'a mis en place, les 11 vaccins obligatoires, et que Buzyn a eu cette phrase digne d'Orwell, l'obligation crée la confiance. La paix, c'est la guerre, le machin. Bon, l'obligation crée la confiance. Et avec Christian Lehmann à l'époque, on l'avait dénoncé justement en faisant ce rapport avec Orwell, etc. On ne pense pas, nous, en tant que médecins, que l'obligation crée la confiance. Et il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque, quand les 11 vaccins ont été choisis comme obligatoires, c'était Alain Fischer qui présidait la commission en question. Et la commission en question avait voté contre. Et on a fait comme pour le vote européen. On n'a pas tenu compte du vote de la commission et on a imposé le truc. Ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Bon, on ne peut pas dire que d'ailleurs que ça, je bats un peu ma culpe là-dessus, parce que c'est vrai que depuis que c'est devenu obligatoire, on a quand même un plus fort taux vaccinal, alors qu'on voyait que la rougeole était en train de reprendre dans notre pays, ce qui peut être relativement dramatique chez les gosses. Donc voilà, quoi. Le problème, c'est qu'on a un réservoir qui est encore trop important, avec, je te dis, un nombre incompressible de gens qui peuvent se retrouver en réa, et c'est toute la problématique de cette pathologie. J'ai pas d'autre explication, je me place en médecin et je peux pas raisonner autrement. Après, il y a tout le côté politique autour. Le côté politique, il a pollué la crise, il est lié à la durée de la crise. On a un gouvernement qui, quand même, s'est pelé par son incapacité à discuter, par son incapacité à faire de la négociation et des choses comme ça, par son incapacité à considérer qu'il y avait des corps intermédiaires qui s'appellent les syndicats et qui les a écartés et qui de fait s'est retrouvé donc directement face à la rue, qui s'est retrouvé avec 1 an et demi de gilets jaunes, plus la crise en question, un an de crise de grève des urgences, de grève hospitalière, etc.,
et cette crise-là, quoi. Et donc une politisation à l'extrême qui finit par devenir complètement folle, où quand tu dis, quand le gouvernement dit il n'y a pas de masque, que toi tu te bats pour qu'il y ait des masques, on te dit c'est merveilleux, bravo, bravo, et puis quand le gouvernement dit porter des masques, toi tu ne vas pas changer ton discours, tu dis que ça protège, tu dis ça, et là on te dit collabo. Enfin, on est dans l'irrationnel, quoi. Absolument, mais c'est vrai que c'est peut-être voilà, le point final de cet échange, et l'histoire voilà, d'envoyer un message positif, c'est-à-dire aujourd'hui peut-être d'éviter de continuer à mettre de l'huile sur le feu parce que la population est scindée, l'ambiance est explosive. Et voilà, c'est sûrement sur ce point-là qu'on se rejoint. Peut-être Mais que surtout, d'humilité dans son discours. Rémi, surtout, considérer les gens comme des adultes. C'est surtout ça le truc. Parce que bon, après, les réseaux sociaux, on n'en a pas parlé. Bon, c'est un monde particulier, c'est pas la vie réelle, etc. Mais dans nos cabinets, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont dans le questionnement, qui veulent débattre et discuter autour de trucs. Et le soin, d'ailleurs, ça se fait à deux. Je veux dire, si on reprend, justement, et c'est comme ça que je conclurai, mais la médecine, il y a 30 ans, c'était la médecine paternaliste. Il y avait un sachant, et il y avait un patient en face à qui tu disais les trucs, et puis le type, il absorbait, il prenait, et puis c'était comme ça. Il n'avait pas à contredire. C'est fini, ça. On s'est battu pour que ça finisse. On s'est battu pour que le soin se construise avec le patient. On s'est battu pour que le soin soit un colloque singulier, un acte contractuel, mais qui se fasse à deux. Et que les savoirs, si tu veux, s'additionnent pour en arriver véritablement à une vraie prise de conscience de la nécessité du soin, quoi. On n'est plus dans ça. Et bien la politique, il faut que ce soit pareil. Il faut qu'elle se fasse avec l'acquiescement de la population. Et pour ça, il faut qu'on arrête de considérer les gens comme des enfants. Après, il faut que de l'autre côté, les gens n'agissent pas comme des enfants. Voilà. Ce sera le mot de la fin, docteur Jérôme Merty. Une fois de plus, un immense merci d'avoir accepté cet échange parce que voilà, c'est vraiment l'esprit de juste milieu. On peut faire des vidéos, on peut blaguer, mais voilà, on peut aussi débattre, construire des désaccords et ça, c'est vraiment très important. Donc, un immense merci pour cet échange. Merci à toi. Voilà, donc on est au bout, chers spectateurs de Juste Milieu, au bout de cet échange. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. N'oubliez pas de vous abonner, suivez les interventions du docteur Jérôme Merty. Hein, là, on va vous retrouver bientôt dans les grandes gueules et tout ça, j'imagine. Donc voilà, merci à tous, à très bientôt, prenez soin de vous et puis vive la rigolade, que ça continue.